Voilà. Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici présent avec moi, de m'accompagner, de ne pas me laisser seul, parce que sans vous je ne peux rien faire, je ne suis rien. Je vous remercie d'être là présent, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui nous écouteront et visionneront un peu plus tard dans la journée ou la semaine cette vidéo. En tout cas, merci à tout le monde. N'oubliez pas, chers amis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner, de partager cette vidéo, bien sûr, de mettre un pouce, de liker, d'activer la clochette si vous voulez, si vous souhaitez avoir avant tous les autres la vidéo lorsqu'elle sorte, lorsque les vidéos sortent. Hein. Et puis faites des commentaires, voilà, posez-moi des questions, faites-moi des suggestions, des critiques, des propositions constructives. Voilà, chers amis, alors je vais d'abord mettre en place ce que je n'ai pas fait. Voilà, ici, hop. Pardonnez-moi une seconde. On va tout de suite passer à l'histoire du troisième ou quatrième roi, je ne sais plus trop. Bon, enfin, ça défile, vous voyez, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait la veille, vous voyez, c'est quand même grave, hein. Enfin, bon, c'est comme ça, que voulez-vous. J'ai du mal à me refaire. Alors, voilà, je partage ici l'écran avec vous. Nous allons aujourd'hui parler du roi Henri Ier. Alors, Henri Ier, fils de Hugues, hein, celui qu'on a vu, le roi qu'on a vu hier. Alors, Henri Ier, deuxième fils de Robert II et de Constance. Ah bon, de Robert II, je crois qu'il était de Hugues. Ah ben non, Hugues était jeune, oui. C'était un enfant, pardon. Il avait une dizaine d'années ou 15 ans, je ne sais plus. Alors, Robert, donc, de Constance d'Arles, sacré à Reims le 14 mai 1027 comme roi associé. Ah oui, lui aussi roi associé, et vous verrez, il va pas vivre, il n'a pas vécu très longtemps. D'ailleurs, vous voyez, c'est très court, hein, on va pas trop s'attarder. Alors, voilà un peu le portrait du roi. Je vais mettre une... voilà, tout de suite. Hein. Je vérifie encore parce que... Voilà, bon, c'est fait. Alors, je vais vous mettre un peu de musique si vous le souhaitez, chers amis, pendant que nous... Ben, qu'est-ce que je fais, moi? Pendant que je bavarde avec vous. Voilà. Alors, je recule, je laisse aller en avant. Non, je recommence. Voilà. Et il n'y a rien à faire, il n'obéit pas. On demande une chose à une vie... Bon, Windows, c'est vraiment... pourri. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Ah oui. Alors, troisième roi de la dynastie des Capétiens, c'est pas un peu fort ça? Enfin pour moi, hein. Pour vous non, ça sera peut-être pas fort. Troisième roi de la dynastie des Capétiens, je disais, il est le deuxième fils de Robert le Pieux, donc, et de Constance d'Arles, on a dit, hein. Il devient héritier de la couronne à la mort de son frère aîné, Hugues, en 1025. Il est investi en 1016 du duché de Bourgogne. Ah ben oui, bon, son père étant sorti victorieux de la guerre de succession du duché de Bourgogne. Une seconde, je vais ici faire le briefing un petit peu, le compte-rendu du roi, donc ses titres, le roi des Francs, bon on l'a vu, 20 juillet 1031, 4 août 1060, soit 29 ans et 15 jours, donc oui, non, donc c'était plus un enfant. Couronnement le 14 mai 1027 en la cathédrale de Reims, prédécesseur Robert II, successeur Philippe Ier. Duc de Bourgogne 1016-1032, environ 16 ans. Oui, 16 ans, prédécesseur Robert II le Pieux, successeur Robert Ier de Bourgogne, biographie, dynastie Capétien,
date de naissance 4 mai 1008, lieu de naissance Reims en France bien sûr, date de décès 4 août 1060 à 52 ans, oui, oh oui c'était plein enfant, oui, excusez-moi. Lieu de décès Vitry-aux-Loges en France bien sûr, sépulture nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, père, bon on l'a dit, hein, mère on l'a dit aussi, conjoint Mathilde de Frise, conjoint Anne de Kiev, voilà aussi, hein. 1051-1060, alors oui, Mathilde, pardon, 1034-1044, et puis Anne de Kiev, bien sûr, 1051-1060. Enfant, avec Anne de Kiev, Philippe Ier, Robert de France, Emma de France, Hugues de France, décidément, tous de France, quoi. Religion, catholicisme, résidence palais de la Cité, château de Vitry aux Loges, château de Châteauneuf-sur-Loire. Oh, joli, hein, un beau château. Alors, je poursuis ici la lecture que je viens de commencer. Alors, il est investi en 1016 du duché de Bourgogne, son père étant, oui, je l'ai lu, pardon, sacré roi du vivant de son père le 14 mai 1027 à Reims. Il lui succède en 1031, mais doit faire face à l'hostilité de sa mère et des grands vassaux qui veulent élire au trône son frère cadet Robert. Donc Henri Ier obtient l'appui de l'empereur romain, germanique Conrad II, et voilà, et surtout celui du duc de Normandie, Robert le Magnifique. En dépit de ses soutiens, Henri doit céder à son frère, le duché de Bourgogne en apanage. Voilà. Le comte Eudes de Blois ne se soumet pas pour autant et soutient Eudes autour de 1013, 1057-1059. Notre frère d'Henri Ier, vaincu, il est assigné à résidence à Orléans. Alors, à la suite du départ en 1035 pour la Terre Sainte du duc de Normandie, ah oui, les croisades, bien sûr, j'allais oublier de vous en parler. Robert le Magnifique, Henri Ier devient le tuteur de son fils, Guillaume. Quand la nouvelle de la mort de Robert lui parvient, il soutient le jeune duc contre les seigneurs de Normandie qui lui sont hostiles. Bien que vers 1040, Henri s'empare de la place frontière de Tillières-sur-Avre. C'est un ancien château, d'accord. En Normandie. Et l'incendie donc. Ensemble, ils les combattent et les défont à la bataille du Val Esdune. En 1047, en 1050 ou 1051, Guillaume épouse Mathilde de Flandre. Voilà, on voit une belle statue. Une nièce d'Henri, donc. La montée en puissance du duc inquiète le roi de France qui se brouille avec Guillaume II de Normandie. Ce dernier le vainc à la bataille de Mortemer en 1054, puis 3 ans plus tard à la bataille de Varaville. Le règne de ce roi batailleur et querelleur est une longue suite de luttes féodales dont le but était d'accroître l'autorité royale. Ils ne parviennent pas à conserver la Bourgogne, donnée en apanage, mais assurent pour le domaine royal le Cérenais, à Sens donc, hein, dont la petite ville de Saint-Julien-du-Sault, voilà, où les rois de France concèdent le droit de gîte. C'est durant cette période difficile que les évêques français proclament la paix de Dieu. Vous savez ce que c'est que la paix de Dieu maintenant? Puis la trêve de Dieu. Ah oui, d'accord, qu'est-ce que c'est encore que ça, la trêve de Dieu? Oh, excusez-moi, on nous empoisonne de plus en plus. Alors, la trêve de Dieu était une suspension de l'activité guerrière durant
certaines périodes de l'année organisées pendant le Moyen-Âge en Europe par l'Église catholique romaine. Et la paix de Dieu, alors je reprends, la paix de Dieu est un mouvement spirituel et social des 10e et 11e siècles, organisé par l'Église catholique et soutenu par le pouvoir civil. Son but est d'obtenir une pacification du monde. Oui, bon, d'accord. En 1045, une pacification, mais qui n'aura jamais lieu. Hein. Enfin, pas tout à fait. En 1045, il avait restitué au chapitre de Notre-Dame, toute proche mais dans une forme antérieure, à Maurice de Sully, plus tard, la chapelle en ruine préalable à l'actuelle église Saint-Julien le Pauvre. Ça c'est à Paris, ça je crois. Il me semble. Quartier latin, oui voilà. C'est bien ça. Sur la rive gauche de la Seine, près du Petit Châtelet, fermant par le sud-est la troisième enceinte de Paris au XIe siècle et point d'intersection des voies d'Italie et d'Espagne. Photo du panneau ci-dessous, oui, c'est ici, là, ci-dessous, pardon. En 1052, il confirme de même, par une nouvelle charte royale, la donation faite par Amaury Ier de Montfort, mort vers 1060, à son ami Albert, un ancien moine de Chartres, bon, également abbé de l'abbaye de Marmoutier, 1032-1063, d'un monastère lui appartenant, et connu sous le nom de monastère de la Trinité de Sainte-Cour, depuis le Xe siècle, dont il avait hérité de son père Guillaume de Hainaut. Situé sur les bords de la Gueule, et dépendant de la paroisse de Ange, il devient le prieuré Saint-Thomas d'Épernon. Bon, je crois qu'on perd beaucoup de temps là. En 1059-1060, en réaction à la prééminence croissante du pape Léon IX, en voici, bon, je mets la tête, c'est quand même étrange, il fonde près de Paris et aujourd'hui dedans une collégiale dédiée à Saint-Martin, à l'emplacement de l'ancienne basilique mérovingienne sur lequel se trouve actuellement le musée des arts et métiers. Donc c'est à Paris bien sûr, chers amis. Hein. Regardez. Vous voyez, regardez les signes d'Inique, hein, vous en apercevez, chers amis. Vous voyez. Je vais mettre cette image si vous permettez. Voilà. Taillé, aperçu, autre, d'accord, bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Alors oui, regardez les signes. Alors moi, je ne sais pas trop les noms, hein, je viens de vous montrer hier dans la vidéo précédente les noms, mais bon, moi j'ai du mal à... Pardonnez-moi, c'est pas... Voilà. Mérovingien, bon. Voilà, nous revenons, chers amis, à ce qui a été dit... Ah, bon, pardon. Où j'en étais là? D'accord. Alors, en 1005... Attendez. En 1059-1060, en réaction à la prééminence croissante... Oui, d'accord. Ça, je l'ai lu. Alors, mariage et descendance. Bon, j'ai pas tout lu, mais ça, c'est pas grave. La fille en bas âge de l'empereur Conrad de Salique, Mao Matilda, donc, vers 1027-1034, à laquelle il est fiancé en 1033, trouve la mort à l'âge de 7 ans. Ah. Après 1030... Quoi? À 7 ans, il s'est fiancé, ou elle s'est fiancée, bah dis donc, là, je comprends pas là. Après 1035, il épouse en première noce Mathilde de Frise, 1025, 1026, 1044, bon, ils ne savent pas trop, fille de Ludolphe de Frise, bon, on n'a qu'une croix. Devenu veuf en 1044 et sans enfant légitime, Henri épouse Anne de Kiev, donc on en a parlé. Le 19 mai 1051, cette dernière présente l'avantage d'appartenir à une famille prestigieuse et de ne pas risquer de tomber sous le coup de l'interdiction pontificale, bien sûr, des mariages entre parents jusqu'au 7e degré.
Après une première ambassade en 1049, Laroslav le Sage, roi de Kiev, accepte de donner sa fille en mariage. Dans le cadre de sa politique d'élargissement de ses alliances, une seconde ambassade ramène donc la princesse pour le mariage qui a lieu en grande pompe à Reims. Donc de cette union naissent Philippe Ier 1052-1108, Robert 1054-1063, Emma 1054 ou 1055-1109, Hugues 1057-1102, comte de Vermandois, époux d'Adélaïde de Vermandois. Il est de la souche des comtes de Vermandois capétiens. Très bien. Leur fils aîné Philippe est associé au trône en 1059 et succède à son père l'année suivante sous le nom de Philippe Ier. Bon. Voilà, notez référence, on n'a pas la date de sa mort. Bon, on sait qu'il est enterré à la basilique Saint-Denis, donc dans le département de la Seine-Saint-Denis, hein, donc en Ile-de-France. Donc voilà, chers amis, un petit peu ce... Oh ben j'ai pas partagé moi. Ah non, ben si, j'ai partagé là. Qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord. Voilà donc un petit peu, chers amis, la vie du roi Henri Ier, roi des Francs. Je reviens en arrière puisque il n'y a plus lieu de rester là à ce niveau-là. Alors bon, je ne vous parlerai pas de Philippe Ier, on en parlera demain parce que chaque jour sa vidéo, hein, je ne veux pas... Bon. Aujourd'hui, l'actualité, chers amis, elle n'est pas, le moins qu'on puisse dire, elle n'est pas prestigieuse. Je n'ai pas trouvé grand-chose ce matin. Bah, c'est le lendemain du dimanche. Hein. D'ailleurs, cet effet, j'espère que ça se passe bien pour vous en ce début de semaine. Bon, ben déjà, c'est mardi, c'est donc mardi. Deuxième jour, j'espère que vous avez bien repris votre semaine dans des bonnes dispositions. Voilà, donc ici on n'a rien. Alors si, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'Europe voudra probablement prendre le relais du pays de l'oncle Sam concernant l'intervention contre la Russie. Alors l'Ukraine veut se joindre avec son armée que vous connaissez, une armée, bon bref, elle veut se joindre à une armée forte européenne demandée par M. Volodymyr Zelensky, souhaitée par ce dernier. Je vais revenir un peu en arrière sur ma... Alors attendez, voilà. Alors Zelensky, oui, Volodymyr Zelensky souhaite que l'Europe se dote d'une armée, ben, c'est déjà en cours normalement, enfin en tout cas, c'est ce que souhaite Madame von der Leyen, et puis les autres, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Bon alors je remets que ma tête, parce que là c'est pas très beau. Alors bon, ce dont je voulais vous parler, c'est que l'Europe sera seule responsable, selon les États-Unis et selon l'équipe de Donald Trump, sera seule responsable des conséquences militaires face à la Russie. Les États-Unis veulent rester en offshore, c'est-à-dire en observation, en observateur donc, de ce qui va se passer, parce que bon, déjà, ce qui va se passer, c'est que l'Europe voudrait rentrer en guerre contre la Russie, aux côtés de l'Ukraine, donc pour mettre la Russie KO. Et comme disait Bruno Le Maire, souvenez-vous, en 8 jours, nous mettrons financièrement la Russie à genoux. On a vu ce que ça donnait, c'est plutôt notre pays, l'Hexagone, qui en a pris un coup du coup. Hein. Donc non, alors il n'est pas facile de faire ce que l'on veut, mais les élites qui ne parlent pas en votre nom, chers amis, hein. Ils ne parlent pas en notre nom, ils parlent en leur propre nom, leurs propres ambitions, leur côté irénique, leur côté grand rêveur. Ils se fichent pas mal, comme autrefois Clémenceau et d'autres, d'envoyer des troupes sur le front, aller se battre et se faire tuer. De toute façon, ils n'en sont pas à ça près. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est garder leur prébande, leur position et tout le reste.
Donc l'équipe de Bruxelles n'a rien à faire de vous, de votre avenir, de vos enfants, de votre famille, tout simplement. Ils sont, je sais pas, ils sont bizarres quoi, ils sont pas normaux quoi, c'est des gens qui sont pas normaux, mais comment peut-on en arriver à des considérations aussi idiotes que de vouloir se battre contre un pays qui fait, enfin toute la Russie avec bien sûr la Sibérie, la Mongolie, les steppes, ça fait deux fois l'Europe, hein. Deux, trois fois l'Europe. Comment voulez-vous vous battre contre un pays qui a une étendue? Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Raymond, toute la Russie, la Sibérie, tout ça, il n'y a pas d'habitants. Oui, c'est vrai, il y a très peu d'habitants en Sibérie. Oui, effectivement, il y a très peu d'habitants parce que c'est tellement froid que, voilà, on ne peut pas dire, en effet, on peut pas dire effectivement que la Sibérie... Bon, qu'est-ce qui se passe là où je suis là? Voilà, je reviens. Donc on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'habitants et donc oui, mais malgré tout, les armements sont peut-être développés en Sibérie. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe en Sibérie. Ce qui se passe, c'est secret, c'est le secret militaire. Mais en tout cas, la Russie est beaucoup plus forte que l'Europe réunie. Je vois pas comment. Enfin, vous allez me dire, oui, mais Raymond, la Russie avait dit qu'en 8 jours, il réglerait l'affaire de l'Ukraine, et ça fait plus de 2 ans maintenant, presque 3 ans, bientôt 2 ans et demi en tout cas, que la Russie est en Ukraine et n'arrive pas à terminer la guerre. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des contradictions. Alors après, certains disent, oui, mais enfin, Vladimir Poutine veut le moins de morts possible dans ses effectifs militaires. Très bien, très bien. Mais alors quoi? Ils n'avancent pas, qu'est-ce qui se passe? Ils avancent comme des escargots, alors que les Ukrainiens se mettent à courir, enfin avec une armée euh, rudimentaire, on va dire, hein. Encore qu'ils ont des armements de l'Occident, mais les États-Unis apparemment n'arment plus l'Ukraine, semble-t-il. En tout cas, ils veulent régler l'affaire de l'Ukraine, le pays de l'oncle Sam, mais on ne sait pas trop comment, mais enfin ils veulent régler l'affaire et mettre à la table la Russie sans l'Ukraine, sans l'Europe. Alors d'un côté, vous avez l'oncle Sam qui veut la paix et règlement militaire, fin des conflits, du conflit en Ukraine, et de l'autre, l'Europe pousse à la guerre. Alors que va-t-il se passer? L'avenir nous le dira. C'est tout ce que j'ai à vous donner comme information, chers amis, en ce qui concerne les informations, on va dire, du moment, l'actualité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, ben, les retombées du discours de J.D. Vance à Munich, eh ben, les conséquences ne se font pas attendre. Enfin, en tout cas les remous ne se font pas attendre. Vous avez des commentaires sur Bing, sur Google, qui sont bien sûr défavorables à Vance, évidemment, défavorables à Trump et en général à l'équipe, oui, à l'équipe de Donald Trump. Mais bon, est-ce que cela est surprenant? Non, pas du tout, hein. Les Européens sont habitués au discours d'Obama, comment il s'appelle, de Joe Biden, des démocrates, voilà, tout simplement des démocrates, des socialistes, des gens de gauche, voilà. Les Européens sont habitués à ça. Alors justement, le dimanche prochain, chers amis, le 23 février, ont lieu les élections en Allemagne. Et vous savez que le parti FID, je crois, ou quelque chose comme ça, d'extrême droite, va probablement, on ne sait pas encore, va probablement sortir avec une majorité peut-être large ou relative, j'en sais rien. En tout cas, risque de gagner, de remporter l'élection. Alors, est-ce qu'ils vont faire comme la Roumanie, supprimer les élections, envoyer des troupes pour détruire les dossiers, arrêter les membres du parti politique du FID? On ne sait pas ce qu'ils vont faire. En tout cas, avec l'Eurogender, je vous rappelle, hein. L'Eurogender, c'est une armée militaire de gendarmerie européenne de toute nationalité des 27 pays membres, et peut-être d'autres pays extérieurs, mais enfin on ne sait pas.
En tout cas, c'est une gendarmerie, une police européenne, le gender donc, hein, qui risque d'intervenir, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils vont interdire sûrement l'élection, comme ils ont fait en Roumanie. En Roumanie, le responsable a été arrêté. D'ailleurs, J.D. Vance a dénoncé cette pratique, hein, en disant que l'Europe avait perdu tout sens de la démocratie. Bon, enfin moi la démocratie, j'y ai jamais cru, mais bon, j'ai jamais cru. Je n'y crois pas, disons. Hein. Je n'y crois pas depuis quelque temps, depuis assez longtemps d'ailleurs. Je n'y crois pas. Ça fait quelque temps que je n'y crois plus. Parce que seul un roi, seul, peut apporter l'équilibre durable dans le temps par famille qui se succèdent, hein, on va dire, ou membres d'une famille, et puis d'une autre, et puis ainsi de suite. La continuité dans la continuité, vous voyez, c'est ce qui a fait chez nous, en Occident, les plus de 1000 ans de règne. Bon, c'est vrai qu'il y avait la religion, mais enfin, en tout cas, il y a quand même des choses, des belles choses qui sont restées, et vous en avez une preuve par ces musiques, même religieuses, de Thalys, effectivement. C'est des musiques religieuses, je vous l'accorde, mais c'est quand même beaucoup mieux que d'entendre ce qu'on entend aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas d'accord? Enfin bon, après, chacun ses goûts. Je ne dis pas que j'ai la vérité en moi, une vérité absolue, mais enfin. Bon, quelle heure se fait-il? Il est bientôt 8 heures. Oui, ben oui, nous sommes, bien sûr, je le rappelle, là nous sommes combien? Bon, ce sera le 18, c'est le 18 février, quand vous verrez cette vidéo, chers amis. Alors, je n'ai pas particulièrement de l'actualité à vous donner parce que, ben écoutez, je vous l'ai dit, hein, il n'y a que les retombées de ce que l'on a eu vendredi et samedi un petit peu. Mais dimanche, là, les médias se mettent au repos. Et puis, comme vous le savez, dans l'Hexagone, nous vivons la chape de la censure européenne de Bruxelles. Donc voilà, nous subissons, malgré que légalement, il n'y a rien d'inscrit dans le journal officiel, dans les lois de notre pays, mais il y a une censure. Comprenne qui pourra. Voilà un petit peu, chers amis. Alors, je vais un petit peu rechercher quelque chose, moi, parce que... Attendez. Non, là, je fais ça, c'est pas bon. Oui, donc je peux pas l'enlever. Bon, je laisse cette musique, chers amis. Je voulais pas dire en Ukraine, lâchée par les États-Unis, l'Europe cherche à reprendre l'initiative. Oui, bah oui, elle cherche. Alors, si Donald Trump, ce que quelque part je le souhaite, fasse tomber, fait disloquer l'Europe, les 27 pays membres, enfin quand je dis l'Europe, c'est pas le continent, c'est les 27 pays membres adhérents à Bruxelles. Hein. On est bien d'accord. Si Donald Trump arrive à séparer les 27 pays membres, ce serait pas mal. Bon, déjà, il y a la Hongrie qui serait prête à quitter l'Europe, mais bon, il faut qu'il y ait un soutien quelque part. Parce que Bruxelles ne fera pas de cadeau aux pays qui voudraient quitter l'Europe. Hein. Financièrement, ils couperont les pompes aspirantes financières, les pompes financières des pays membres qui veulent quitter l'Europe. Bon, l'Angleterre, elle a réussi parce qu'elle avait déjà une monnaie indépendante de l'euro, donc le problème ne s'est pas posé de la même manière. Même si pendant quelque temps, l'Angleterre a souffert un petit peu de l'équilibre intérieur du pays, du royaume, concernant la séparation d'avec l'Europe. Mais néanmoins, depuis lors, l'Angleterre se porte très bien. Non seulement sur le plan économique, mais même au point de vue des échanges internationaux. Parce qu'ils ont eu le soutien du pays de l'oncle Sam. Alors est-ce que l'oncle Sam va soutenir les pays qui souhaiteraient quitter l'euro? Ça, c'est moins sûr, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, on ne connaît pas les pensées de Donald Trump et de son équipe. Hein. On ne peut pas savoir. Je ne peux pas dire à l'avance. D'ailleurs, comment se... Voilà. Nous, c'est le Frexit, mais enfin bon, ça ne marchera peut-être pas parce que c'est soutenu par des partis politiques, des partis d'opposition évidemment. Hein. Je pense à François Asselineau, je pense à comment il s'appelle, Philippot. Bon, je vous en ai parlé, hein, c'est deux hommes
qui appartiennent à l'ENA, enfin qui ont fait des grandes écoles, hein, qui ont quand même participé, ou qui sont membres encore, je crois, sur le plan du ministère ou de l'économie, je ne sais pas trop exactement. Ils sont encore membres, ou en tout cas ils ont un regard sur... je ne sais pas exactement, enfin ils ont fait les écoles des hautes finances, hein, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas si c'est l'ENA ou l'ENA, ou, bon, voilà. En tout cas ils appartiennent à la grande école et je pense qu'il ne faut pas compter sur eux, quoi. Le Frexit, non. Je vous dis, moi je vous dis ma position, c'est la mienne, hein, ça n'engage que moi. À mon avis, seul un roi peut apporter l'équilibre souhaité. Certes, il y aura du travail, il y aura beaucoup d'efforts à faire et de souffrance, bien entendu, parce que là, redresser plus de 50 ans d'erreur, ce sera très difficile, mais pas impossible. Voilà, chers amis, bon, ben écoutez, je vais arrêter là la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, de soutenir mon travail de la façon dont vous savez, hein. Moi, à moins que, bon, si vous voulez me faire un don, ben faites-moi un commentaire. Moi, je peux pas. Pour l'instant, rien mis en place pour pouvoir pour obtenir un soutien financier. Bon, je n'ai pas l'intention de le faire, sauf à votre demande, si certains d'entre vous souhaitent le faire. Que ce soit un soutien de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou plus, ça après chacun fera ce qu'il voudra, ce qu'il pourra surtout, étant donné que chacun a ses difficultés propres, hein. On ne peut pas dire que tout le monde peut mettre 50 euros, hein, ou même 5 euros, hein. Mais c'est bon, enfin pas 10 centimes, 20 centimes quand même, n'exagérons pas, au moins à partir d'1 euro, quoi, on va dire, hein. Après... Mais je ne fais pas de demande particulière, je fais simplement une suggestion. Si vous souhaitez le faire, ben faites-moi une proposition et je vous dirai comment vous pourrez le faire. Si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas, abonnez-vous simplement et faites ce qui est nécessaire pour soutenir mon travail sur le plan de quelques petites choses à mettre en place, hein. Un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà, ça me fera toujours plaisir. Et c'est toujours ça de prix. Pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir vos réactions. Je les attends avec impatience. Nous nous disons à très bientôt, chers amis. Alors, comme je le dis souvent en terminant, soyez heureux dans votre foyer, avec vos enfants, petits-enfants, avec vos parents, vos grands-parents, et puis peut-être plus, hein, si vous en avez, hein, pourquoi pas. Et puis surtout, et puis aussi, bien sûr, entre amis, c'est nécessaire et utile d'avoir des amis. J'allais dire, c'est le second foyer familial, hein, c'est un peu ça, hein. Et bien sûr, soyez heureux, enfin, essayez de vivre dans la bonne entente, la concorde, l'empathie, la générosité, la bonté, la paix, l'amour fraternel avec vos collègues de travail dans vos bureaux, dans des usines, ou pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux que vous rencontrez, ben, je ne sais pas, Pôle emploi, essayez de ne pas trop être, malgré les difficultés de ce que c'est que chercher un emploi. Moi j'ai connu ça pendant pas mal d'années, j'en ai bien souffert d'ailleurs, surtout à la fin. Mais voilà, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours un moyen d'avoir un peu de bonheur. À vous de le chercher en vous et auprès des membres de votre famille, de vos amis, et puis bien sûr, hein, on se dit à très bientôt. Alors je vous laisse écouter la musique, je vais un petit peu parler avec vous. Voilà, je partage, je vais mettre ça en totalité. Alors, malheureusement, je n'ai pas, chers amis, d'autres musiques pour l'instant. Alors j'ai pas d'actualité comme je vous l'ai dit, je ne veux pas... Alors je vous laisse écouter cette musique quelques secondes, enfin quelques minutes, et puis nous nous disons à bientôt. Au revoir.